Jungle. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM tous les vendredis à partir de 14h et ça s'appelle Dans le nid des éperviers. Dès lundi, numéro 27. Nous décryptons comme d'habitude l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble, nous continuons toujours de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu du jour, deux sujets, préparatifs Cannes, Côte d'Ivoire 2023, le Togo, ou plutôt les éperviers fanions du Togo qui sont en stage la semaine prochaine avec deux matchs amicaux au programme en France et au Maroc. Éléphants de Côte d'Ivoire et Nzalang de la Guinée équatoriale sont les adversaires retenus à l'issue, ou plutôt pendant ce regroupement. Paulo Duarte a publié une liste de 26 joueurs pour ce nouveau stage. Analyse de la liste et commentaires sur les choix des adversaires sont au menu de ce rendez-vous. C'est ainsi que le Togo prépare la suite des éliminatoires de la CAN 2023 où il s'est mal engagé. Et puis le CHAN Algérie 2023, retour sur l'élimination du Togo et les conséquences de la gestion de la sélection. La Fédération togolaise de football sérieusement touchée toujours et affectée par cette élimination qui ne semble pas booster les efforts de redressement enclenchés depuis quelques saisons. Et puis Togolais en club, coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. La tranche des auditeurs avoue l'antenne dans le des éperviers. C'est avec la technique Anas PM, à la caméra comme d'habitude et l'homme à devant, à qui nous disons toujours merci. Et puis au studio, Franck Lunyama et Angelo Folicou de la rédaction de Sport FM. À la présentation, appelez-moi Aimé Lebon. DLN2, c'est parti. Voilà, en attendant que les éperviers prennent véritablement l'envol, eh bien, nous continuons donc à analyser, à sensibiliser. Franck Lunyama, bonjour et bienvenue dans cette émission. Mais bonjour chers auditeurs et auditrices. Angelo Folicou, bonjour et merci encore une fois d'être là. Salut sportif Aimé, bonjour à toutes et à tous. Le premier sujet, ce sera donc le CHAN Algérie 2023. C'est vrai que c'est fini pour le Togo, Franck, mais le retour sur cette élimination du Togo et les conséquences de la gestion de la sélection locale, la FTF qui continue donc sérieusement d'être touchée et affectée par cette élimination et pourtant des efforts ont été faits dans le sens de redressement enclenché depuis quelques saisons et c'est ça qui fait mal plutôt dans cette élimination, Franck. Oui, par rapport à ce qu'on avait vu au moment où Abalo Dossé était, on va dire, à la tête de cette sélection avec toutes les difficultés qu'il avait connues, difficultés pour faire les regroupements, difficultés pour avoir des sparring partners pour préparer, on va dire justement la qualification pour le CHAN. Finalement, c'est dans des conditions un tout petit peu compliquées qu'il a eu à le faire. Est-ce que c'est seulement un tout petit peu ou bien c'est très compliqué? Oui, ça a été difficile, mais il a réussi à le faire en passant le Bénin, en passant finalement le Nigeria. Le grand Nigeria. On ne cessera jamais de le dire. 4-1 ici à Lomé et puis 0-2 là-bas. Il fallait tenir pour ne pas encaisser ce troisième but qui éliminait le Togo. Donc, c'était quand même quelque chose d'historique qu'il a réussi. Et après, on a eu le courage quand même de le débarquer. Maintenant, il y a eu ce dernier CHAN qui ces éliminatoires qui fondaient véritablement des espoirs au niveau des supporters des éperviers parce que, vous l'avez dit, les A ont mal commencé leur compétition, leur éliminatoire pour Côte d'Ivoire 2023. Alors, beaucoup se disaient, avec ce CHAN, on pourrait quand même se soulager s'il y avait qualification et tout était bien parti. C'est vrai, avec cette petite victoire à Lomé sur l'équipe nigérienne, mais patatras, à Cotonou, l'équipe a complètement sombré. Et sombré parce que l'équipe a été éliminée. Ça fait 3-1 à l'arrivée pour le MENA du Niger qui a réussi son coup. Et depuis, on a eu... qui avait promis en tout cas faire un coup par rapport à son entraîneur. Bien sûr, ici. Le Togo était prévenu. Maintenant, est-ce qu'on a mis tout en place pour pouvoir éviter le piège ou bien pour pouvoir passer à côté des menaces du Niger? Pas totalement, surtout au niveau du staff technique. Je ne suis pas sûr que les choses ont été bien faites. On dit autre chose devant les médias, on va sur le terrain, on fait autre chose.
Donc, cette douleur n'a pas totalement, ou bien n'a pas encore quitté le cœur des Togolais. Ils sont vraiment, j'allais dire, mécontents par rapport à cette situation. Et puis, la réaction de la fédération qui a dit, il y a quelques jours, que oui, j'allais dire... il y a eu une réunion entre le staff et puis la Une décision aurait été prise. Une décision a été prise, a été transmise justement au ministère. Je pense qu'il ne faut pas trop traîner là-dessus parce que cette situation, il faut rapidement aller à la décision qu'on doit prendre. Si on doit garder ce staff, si on doit le renvoyer, il faut le faire très rapidement. Mais je pense que par rapport aux résultats qui sur le terrain, je ne pense pas qu'il n'y ait pas lieu de garder un tel staff. Angelon, voilà une situation qui devient de plus en plus inextricable, justement, parce que, la fédération dit avoir rencontré le staff technique, on a discuté, le staff technique a reconnu avoir commis des fautes, ce n'est pas des erreurs, il faut bien comprendre, les mots ont leur place, et donc, on ne comprend pas que jusqu'à présent, on ne puisse pas prendre vraiment une décision. Je pense simplement qu'on ne va pas aller tout de suite vite en besogne. Hein. Il faut prendre toute la mesure de la situation et surtout voir exactement ce qu'il est capable, ce qu'il est bon de faire et surtout par rapport à cette situation que vous venez de décrire, de peindre. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se rend compte, on se pose une question. Comment est-ce que cette équipe-là, qui a joué face au Niger en aller-retour, malgré la kyrielle de matchs amicaux et de stages, n'a pas pu se qualifier? Et aussi, posons-nous la bonne question, pourquoi avoir cassé le chaînon ou l'équipe qui était en place avec cette qualification, la participation au CHAN, et tout de suite derrière, on compose une autre équipe pour entamer les éliminatoires. N'oublions pas une réalité, quand vous cassez une équipe à une certaine période, dans le football moderne, il faut attendre au moins 2 ans. Je dis bien au moins 2 ans, si ces joueurs-là sont en forme et sont dans un championnat de bon niveau, avant de pouvoir espérer de bons résultats. Malheureusement, ce n'est pas notre cas. La dernière fois, quand on voit un peu l'attitude des joueurs sur le terrain, vous vous posez des questions. Comment est-ce qu'on peut, en tout cas, être à même de gagner un match ou soit, au pire des cas, faire match nul et se qualifier pour le CHAN, et on n'a pas pu le faire. Donc, on pointe encore du doigt la responsabilité des joueurs sur le terrain. Deuxième chose, le staff technique également, vous l'avez dit, ça, sincèrement, on ne pourra jamais occulter cette réalité. Elle est également fautive sur la capacité ou non à gérer ce match-là en aller-retour. Oui, au match aller, on a gagné 1-0, mais au match retour, au pire des cas, finir avec un match nul serait le meilleur résultat. Mais ça a été totalement une catastrophe. Et ce qui faisait encore plus mal, c'est qu'on n'a jamais senti de la révolte de la part des techniciens sur le banc. Et d'abord, avoir cette lucidité de trouver la meilleure inspiration et de mettre les joueurs qu'il faut au poste qu'il faut pour ne serait-ce que arracher cette qualification. Ça n'a pas été le cas. Oui, vous parlez tout à l'heure de la responsabilité de la fédération qui a eu en tout cas le courage d'écouter le staff technique puis le capitaine. Mais au même moment, la question que je me pose, si aujourd'hui on renvoie ce staff technique-là, y a-t-il mieux sur le terrain? C'est une possibilité. Si jamais on ramène un autre staff, y a-t-il la possibilité d'aller trouver d'autres joueurs capables de faire le travail comme il se doit? Pour terminer en disant ceci, moi j'ai constaté une chose au niveau du football togolais depuis les 10 dernières années, c'est que l'état d'esprit des joueurs, il est faible. Les joueurs togolais ont un mental faible, que ce soit en début de match, en cours de match et même dans des situations où on attend l'équipe, que ce soit même au niveau de la sélection Fagnon, l'état d'esprit n'est pas au rendez-vous. Quand c'est comme ça, que ce soit, je ne sais pas quel pédigré d'entraîneur que vous allez amener, ce serait vraiment compliqué. Oui, mais qui doit préparer l'état d'esprit des joueurs? Mais ça, c'est une très bonne question. Les joueurs eux-mêmes, d'abord. Oui, mais voilà. C'est une question intrinsèque. Chaque joueur qui a la possibilité de porter la tunique jaune et qu'on vous donne l'opportunité d'être sélectionné, mais mouillez le maillot. Montrez à votre sélectionneur qu'il a eu raison de vous convoquer.
et non pas passer le temps à s'amuser, à croire que déjà en étant en sélection, on est meilleur. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu dans ce discours également, puisque vous avez dit oui, le joueur, il est responsable en premier de cela. Il ne l'a pas. Qu'est-ce qui doit être fait? Oui, mais qui doit le faire? Justement, il faut lui remonter les bretelles. Oui, mais attention, ce n'est pas aussi évident de remonter les bretelles à quelqu'un qui n'a pas le moral. Donc, on ne réveille pas quelqu'un qui en tout cas est éveillé. Non. N'oubliez pas non plus certains propos du sélectionneur. Non, on ne le dédouane pas. Hein. Je ne le dédouane pas du tout. Vous donnez l'impression. Non, je suis en train de restituer ou de, comment dit-on, de responsabiliser les différents acteurs, que ce soit les joueurs, le staff technique, le psychologue, la fédération ou encore le ministère. Je dis bien que chacun... Psychologue, il n'y en a pas. Chacun... Donc, c'est l'entraîneur qui joue le rôle. Donc, comprenez que vraiment, si on n'arrive pas à faire les choses dans les règles de l'art, n'attendons pas des résultats. Comment est-ce qu'une sélection, aujourd'hui, on n'a pas de psychologue? Mais attendez, on est au 21e siècle. Et si on n'est pas capable de sortir l'argent, d'aller recruter un psychologue pour qu'on ait des résultats, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer pendant ce temps. Les autres vont avancer et réaliser des résultats. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un vous dira que c'était dans la même condition que Abalo Dossé a qualifié donc cette équipe pour aller au CHAN, Franck. Oui, moi, je pense que lorsqu'il y a ces genres de situations, on ne passe pas par 4 chemins. C'est le sélectionneur qui est tout de suite vu, au vu de tout ce qu'il a dit. Et à un moment donné, il a manqué d'humilité, il a manqué, on va dire, de savoir-faire. Sur le deuxième match à Cotonou, il a été battu psychologiquement, tactiquement, par son homologue nigérien. Sur tous les plans. Maintenant, rien n'annonce que oui, lorsqu'on va le débarquer, il y a du meilleur. Mais dans ces genres de situations, par rapport à tout ce qui entoure cette équipe, je pense que ce n'est pas son premier essai. Il a échoué avec les juniors. Les juniors, après, il a pris ASK, il n'a pas gagné grand-chose. Il a pris la sélection. Quelqu'un a titré, je me souviens si ce n'est pas Mawaki Sport ou quel journal, un signe du Zodiac, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, ça va être très difficile par rapport à l'état d'esprit même de l'entraîneur de pouvoir le reconduire pour faire quoi que ce soit. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas passer par 4 chemins. Je pense qu'il faut donner la chance à quelqu'un d'autre, mais ne pas casser l'équipe. C'est vrai que quand il y a du nouveau, il y a une nouvelle vision de jeu, il y a une nouvelle philosophie, oui, mais je pense que pour l'ambiance de ce groupe... On peut même faire revenir à Abalo Dossé, il est toujours là. Bon, ça je ne sais pas, mais pour c'est une possibilité, non, aussi? Ça peut être possible, c'est les décideurs qui voient ça. Moi, je pense qu'il va falloir aller chercher autre chose, et voilà pour cette équipe locale. Oui, Angelo, quand on prend cette série d'échecs du sélectionneur, depuis donc les U20, il est passé par ASK, puisque ASK était déjà équipe championne avant qu'il ne vienne prendre. Il est allé donc sur le continent, ça n'a pas marché. Et bon, il a pris finalement donc la sélection locale avec cette succession d'échecs. Ça nous interpelle. Et pourtant, il avait dit lui-même qu'il n'avait pas approuvé quoi que ce soit ici au Togo, puisqu'il avait un nom avant de venir, mais je ne trouve pas le nom, moi. Oui, je comprends bien votre pertinente question. Je pense qu'aujourd'hui, lui-même, il est conscient. Il est conscient de la situation ici. Ah, il vous l'a dit? J'ai eu l'occasion de le rencontrer et nous avons échangé et je lui ai fait comprendre combien de fois le public sportif togolais est profondément déçu, voire attristé par cette non-qualification pour le CHAN. Il n'a jamais prononcé un mot. Vous sentez que lui-même, il est conscient de la situation. Maintenant, nous ne sommes pas les décideurs premiers de nous faisons nos analyses, justement. Merci beaucoup. Et donc, si j'étais à sa place, sincèrement parlant, je déposerais ma démission. Parce que là, sur cet aspect-là, où tout le monde croyait que le Togo allait passer face au Niger en aller et retour, ça n'a pas été le cas. Les résultats sont négatifs. À ce niveau-là, je reconnais mes erreurs, je dépose la démission et je vais continuer ailleurs. Mais au même moment, est-ce que la fédération pense comme vous et moi? Est-ce que le ministère aujourd'hui, peut-être en considérant certains paramètres, est prêt à pouvoir, lui dire, monsieur, c'est bon, on vous a essayé, mais ça n'a pas marché?
la question demeure. Donc, on attend, vous l'avez dit, le président Akpovi, on l'a écouté justement dans cette émission, on l'a senti désabusé, sans mots, sans repères. C'est comme si le ciel lui est tombé sur la tête. Il voyait, en tout cas, l'Algérie comme ça, parce que n'oublions pas une chose, la qualification du Togo est à mettre également au crédit du COMEX qu'il est en train de diriger. Voilà. Et d'après mes recoupements, la dernière fois, il y a eu des discussions au niveau du comité exécutif. La majorité, en tout cas, des présidents sont, on pourra dire, d'accord. Oui, la majorité des membres d'accord à dire que, OK, on a essayé, ça n'a pas marché, ce serait bien de trouver quelqu'un d'autre. Mais bon, un seul membre a trouvé nécessaire de lui accorder une seconde chance. À ce niveau-là, on reste quelle encore... seconde chance? Moi, je ne comprends pas où se trouve la seconde chance. À partir du moment où il a déjà essayé pour... De vous à moi. Non, oui, mais justement, quand on parle de seconde chance, seconde chance, ça veut dire que vous avez déjà essayé quelque part. Oui. Mais nous l'avons vu sur U20. Ça n'a pas marché. C'était une chance. Alors, la sélection locale, c'est une seconde chance. On lui accorde cette seconde chance où? Il y a une seconde chance bis? Peut-être une troisième chance, si vous voulez. Franck, on lui laisse la chance de continuer. Et ce que veut peut-être dire ce membre qui continue de lui faire confiance. Oui, je pense qu'il peut y arriver des moments dans la vie d'un entraîneur. On peut oublier, on peut, j'allais dire, échouer. Voilà le mot que je cherchais. Ça fait partie. Voilà, ça fait partie de leur carrière. Maintenant, il y a eu mais il faut juniors. prendre ses responsabilités. Voilà, il y a eu les juniors, il y a eu... Bon, je ne vais pas parler de la SCK parce que la SCK était champion avant qu'il n'arrive. Et puis, cette équipe nationale du Togo où il avait, on va dire, quelque part, l'impérieux devoir de pouvoir qualifier le Togo. Finalement, c'est devenu une obligation pour lui d'y aller parce que lorsque vous avez à faire 4 matchs, ce n'est pas la même chose que faire 2 matchs pour se qualifier. Et puis, parmi ces 4 matchs, il fallait écarter le Nigeria. Quelqu'un l'avait réussi. Maintenant, on se dit, le Niger, c'est vrai. Nous avons toujours crié ici que c'est un défi pour lui. Pour lui. Et puis, une qualification. Il nous a entendu. Voilà, il a entendu. Et puis, une qualification... va pouvoir permettre à sa carrière de prendre, on va dire, de l'épaisseur. Maintenant qu'il se fait éliminer, je pense que véritablement, ça plonge ce qu'il a eu à faire avec cette équipe nationale. N'allons pas nous voiler la face. Jonas Kokou-Komlan, c'est un ami, et rien à dire là-dessus, mais je pense qu'il a échoué à tous les niveaux et lui-même devrait demander à partir. Maintenant, s'il veut continuer, moi je ne sais pas, je n'ai pas le pouvoir de décision pour dire rester ou partir. Voilà, donc voilà, c'est à la fédération finalement de prendre cette décision et de lui dire messieurs, ça va, on s'arrête là. En tout cas, c'est une affaire encore à suivre. On sait d'une chose, comme on l'a dit, nous on fait donc des analyses à partir de cela, on verra bien, mais on va écouter encore une fois Guy Akpovi, qui est le président donc, de la Fédération togolaise de football, sur l'avenir de ce staff technique, justement. Que ce soit avant, pendant et après les campagnes de qualification des équipes nationales, le comité exécutif se réunit toujours avec les staffs techniques afin d'évaluer les résultats. C'est ce que nous avons fait ce mercredi matin. Il y a eu une réunion avec le sélectionneur Jonas Komlan, son adjoint, et aussi nous avons invité le capitaine de la sélection après-midi. Le staff a reconnu avoir failli à sa mission et que ces résultats ne sont pas le fruit des efforts investis dans les préparatifs. Maintenant, le comité exécutif va transmettre le rapport du staff technique et sa décision au ministère sur l'avenir de l'encadrement technique de l'équipe. Voilà ce que disait donc Guy Akpovi, le colonel Guy Akpovi, justement, il y a presque une semaine, justement, sur un peu plus d'une semaine, justement, sur cette situation des éperviers. Et là, Angelo, quand vous l'écoutez, c'est que pour la fédération, les choses sont claires. Oui. Ça, je vous accompagne là-dessus. Le président n'a pas voilé ses mots. Oui. Aujourd'hui, le staff reconnaît avoir failli. Et quand on est dans ce genre de situation, de déclaration, vous comprenez que le chagrin est immense au niveau du COMEX, qui voyait en tout cas cette sélection une deuxième fois. Et tout ça, n'oublions pas, c'est quand même, on pourra dire, notre championnat qu'on a voulu en tout cas mettre en vitrine. Et n'oublions pas également qu'il y a certains joueurs qui ont quitté l'équipe de Jean-Paul Abalo. Aujourd'hui, c'est grâce au CHAN.
CAN, Et donc, tous ceux-là que nous avions vus à Cotonou récemment, que ce soit Oronimini Nazif, Ouattara Motalabou, Amekoudi Dodi ou encore à Fabrice Agbocho, y compris même le portier Ouronyeni Wassiou, ils avaient l'occasion, la possibilité en participant à ce champ en Algérie. Et encore une fois, soit de rester sur le continent ou soit dans d'autres divisions à travers le monde entier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et je martèle encore, qu'est-ce que nos joueurs veulent réellement en jouant au football? C'est ça. Est-ce que c'est juste pour avoir des dreadlocks sur la tête, se percer les oreilles, passer leurs photos sur les statuts sur WhatsApp et tout, ou bien veulent-ils réellement construire une carrière et demain impacter la société? La question demeure à ce niveau parce qu'à un moment donné, la question de responsabilité revient encore. Nos joueurs sont trop minimalistes. Et ça fait très mal. N'oublions pas, pour terminer, que c'est l'argent du contribuable qui leur permet de pouvoir se produire, non seulement en amicaux, mais également en match des éliminatoires. Mais malheureusement, on n'a pas eu le résultat escompté. Franck, pour terminer avec vous sur ce sujet, avec donc cette déclaration de Diakovi qu'on a rappelé. Si aujourd'hui le staff technique reconnaît avoir failli, je pense qu'il y a simple à faire. Ce sont des responsables, ce sont des majeurs. La fédération l'a dit de par la voix du président de cette instance. On a failli, donc il faut prendre les décisions qu'il y a à prendre. Il n'y a rien à dire. Merci. Donc, c'était encore une fois ce retour sur l'élimination du Togo, amèrement ressenti par le public sportif, la fédération, tout le monde. Et naturellement, c'est le staff technique qui est mis sur le banc des accusés. Allez, deuxième sujet, le préparatif CAN. Côte d'Ivoire 2023 avec les éperviers Fagnon qui sont en stage à partir de la semaine prochaine en 2 matchs amicaux au programme en France et au Maroc. Éléphants de Côte d'Ivoire et Nzalang de Guinée équatoriale sont les adversaires retenus pendant ce regroupement. Parle Duarte a publié une liste de 26 joueurs pour ce nouveau stage. Franck Nouniaman, quelle analyse faites-vous de cette liste, cette première analyse que vous faites? Il n'y a pas beaucoup de changements. Je vois seulement le retour de Amévor Maouna, dont on a parlé depuis plusieurs mois et dont le sélectionneur avait dit qu'il était bon, mais très lent. Je ne sais pas si c'est la blessure du capitaine Diène Dakonam qui va dans le sens de sa convocation et de son retour en sélection. Je vois également qu'on peut noter la présence de Frédéric Ananou de Hansa Rostock en Allemagne et qui a été plusieurs fois appelé, mais je pense que c'est la première fois forcément qu'il est là. Je vois également Maradiou, c'est ça, non? Sama, le gardien, le goal de Asco Asco, qui est également appelé. Donc, pas beaucoup de changements. Et puis, voilà. J'espère bien pour lui que quand il convoque les joueurs maintenant, c'est parce qu'il leur fait confiance. Il ne faut pas que demain, qu'il dise qu'il n'a pas reconnu ses joueurs. Donc, c'est lui qui les a convoqués. Donc, on s'attend à une réaction parce qu'on prépare une compétition ou bien une échéance capitale pour le Togo. Si on prend encore des joueurs qui ne sont pas prêts à mouiller le maillot, qu'on ne peut pas trouver les meilleures combinaisons, je pense que ce n'est pas la peine. Oui, avant de revenir à vous, Angelon, on va peut-être écouter Paulo Duarte lui-même donc, sur les choix qu'il a pu faire. On l'écoute. On peut grandir, c'est avec la difficulté. On ne peut pas grandir avec le facilitisme. Et aujourd'hui, le message que je veux passer à vous, à mes joueurs, c'est exactement ça. Tout a changé. On apprend avec la difficulté. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas l'Égypte? C'est la difficulté qu'on veut prendre. Je peux gagner 3-0, 4-0. Ok, mais qu'est-ce que j'ai gagné? 3-0, mais qu'est-ce que le match m'a donné? J'ai joué contre une équipe fragile. Non, je veux jouer contre la difficulté. Je veux que mon joueur se sente dans la maxime difficulté possible pour qu'on puisse le corriger le meilleur possible. La Côte d'Ivoire, on a cherché un adversaire fort. Parfois, les adversaires forts ne sont pas faciles de trouver parce qu'ils ne sont pas disponibles. Ils veulent jouer toujours avec équipe forte aussi. Cette fois, on a cette possibilité. On va profiter de jouer cette match avec la maxime de volonté, la maxime de professionnalisme parce que c'est cette match qu'on veut. Si on veut arriver au niveau haut, il faut qu'on se prépare au niveau haut. Voilà, donc il parlait justement du choix des adversaires. Mais avant donc de revenir à ça, Angelon, alors
D'abord, parlons de la publication de ces 26 joueurs. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Alors, globalement, je pense qu'il a pris le temps, plus ou moins, de faire sa prospection. Voilà pourquoi il y a certains joueurs qui sont en mode retour. Franck a évoqué tout à l'heure un nom, Amevo Maouna. On sait très bien qu'il avait déjà évolué avec Claude-Marie-François Leroy à une certaine époque. Et là, sur cette convocation, unanimement, en tout cas, nous pensons que c'est bon. Maintenant, reste à voir lors des matchs, lors des sorties d'Amevo Maouna dans le plan de jeu de Paulo Duarte, ce qu'il pourra apporter. Au-delà de ça, vous avez également Taoufik Moukaïla de la SCK qui est convoqué, Yéré Justin d'Asco qui est convoqué, Sama Mahadiou d'Asco également qui est là, et puis un autre larron, oui, je parlais tout à l'heure d'Amevo Maouna. Donc, voilà ceux-ci qui, on pourra dire, retrouvent la sélection A, parce qu'il y en a certains parmi eux qui étaient à Antalya lors du stage à l'époque, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de grimper un échelon de plus. Et au-delà de ça, les autres habitués, d'abord au niveau offensif, sont toujours présents, notamment les indéboulonnables Plaka Fessoumema et puis Kojo Fodo là-bas. En milieu de terrain, on retrouve Samuel Asamoah qui est là, Marouf Tchake également appelé. On rappelle également que les retours entre guillemets de Uruagoro Ismaël et de Richard Nan aussi, ce sont des choses intéressantes. Oui. Et terminé au niveau de la défense, quand on sait que l'absence de Djenda Konam en tout cas, a permis à certains d'être intégrés. La curiosité, ça reste Yenoussi Guillaume, qui a été appelé, mais il fait partie des défenseurs. Donc, la dernière fois, Paulo Duarte a expliqué comme quoi il a senti l'envie affichée de la part du joueur d'être utilisé comme latéral gauche. Attendons de voir. Dans le couloir. Exactement. Franck le disait tout à l'heure. Franck, vous le disiez, on espère qu'il ne va plus douter de ces joueurs et il va certainement les reconnaître. Est-ce que vous pensez que, comme l'avait dit Angelo entre-temps, qu'il manque donc à ces joueurs togolais une sorte de prise de conscience? On n'a pas l'impression qu'on se donne à fond. J'espère qu'on a tenu compte également de tout ça pour faire la liste. Justement, parce que depuis un moment, comme Angelo l'a dit, c'est des joueurs togolais, on va dire, qui sont un tout petit peu sur la réserve. Ce ne sont pas des guerriers. Vous voyez donc certaines sélections. Je prends par exemple le Burkina, qui sera le prochain adversaire du Togo sur la double confrontation en mars 2023. Vous prenez des joueurs qui viennent pratiquement du national. On l'a vu à la dernière CAN, qui sont des guerriers. Oui. Pas possible. Ils savent de quoi il est question, ils savent ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher, ils sont là pour mouiller le maillot. C'est des guerriers sur le terrain. C'est ce qu'on a du mal à voir avec les joueurs togolais. Je ne sais pas trop si c'est l'entraîneur qui ne s'impose pas avec son discours. Dans ce niveau, ou bien sur ce niveau, on doit également grandir. Parce que le football africain aujourd'hui, on va dire, c'est une guerre entre griffes. Vous allez sur le terrain, quand il s'agit d'une équipe nationale, vous allez pour mouiller le maillot. Ce n'est pas pour faire ailler les Vic Pomda, non. C'est pas ça. Sinon, le Togo qui était attendu face à les Swatini, qui en a fini, s'en est sorti avec un match nul de partout, qui complique la situation aujourd'hui. Qui se complique la situation. Voilà, c'était plus facile de prendre 3 points là que de s'attendre à prendre 1 point chez le Burkina. C'est très compliqué. Donc, il va falloir travailler sur le mental des joueurs, qu'ils deviennent des lions lorsqu'ils rentrent sur la pelouse. Donc ça également, c'est un travail. Ce n'est que des éperviers. Hein. Oui, on sait. Des éperviers. Au cœur de lion. Ouais. Au cœur de lion. Donc, Paulo Duarte a beaucoup de travail à faire. Dans ce cas, il faudra changer de nom entre-temps. Bon, pas forcément. On ne veut pas faire comme le Bénin qui quitte l'écureuil pour Jaguar et les gens ne sont pas les guépards, j'allais dire. Les gens ne sont pas forcément d'accord. Ça parle de l'autre côté. On peut être épervier, être très puissant, donc dans son domaine. Voilà. Donc, Paulo Duarte parle de grandir dans la difficulté. Sur ce plan, il a raison. Quand on va choisir la Côte d'Ivoire comme sparring partenaire, oui, lorsque vous voyez la liste de cette équipe, eux tous, ils sont en France, ils sont un peu partout dans les grands championnats. Il n'y a rien à dire. Le Togo a l'habitude de jouer contre cette sélection. Je crois que la dernière, ça s'est terminé sur un score de 2-2, si je me trompe. Donc, c'est également une bonne chose, parce que la Côte d'Ivoire fait partie de la région ouest-africaine, le Burkina également.
Exactement. Donc, ça fait un football pratiquement qui se rapproche. C'est un bon choix. Maintenant, il va falloir des joueurs qui sont prêts à mouiller le maillot, qui montrent quelque chose, même si c'est sur cette journée FIFA. On veut avoir déjà une sélection prête pour affronter le Burkina Faso en mars, parce que là, si le Togo n'arrive pas à prendre au moins 3 points face aux étalons, adieu la prochaine CAN. Mais Angelon, j'allais poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des joueurs oubliés sur cette liste? Et si oui, qui sont-ils? Non. Est-ce qu'il y a des joueurs oubliés? Je ne le pense pas. Par contre, il y a des joueurs qui ne sont pas sur cette liste, mais quand on est allé aux informations, c'est parce qu'ils sont sans club. Vous prenez par exemple Cloussé Agbozo. C'est parce qu'il est sans club qu'il n'a pas pu avoir la chance ou l'opportunité d'être convoqué. Même cas de figure pour Kanivi Amachouchui, également, qui était entre-temps sociétaire de FC Nouadhibou. Et au-delà de ça, les absents notables, Floyd Haïté, Ilas Bebou, Djenda Konam, c'est parce qu'ils sont blessés. C'est l'information que nous avons au niveau des 26 convoqués par le Duarte. Pour revenir un peu sur l'aspect dont parlait tout à l'heure Franck, sur le pédigré de l'adversaire du sparring partner. Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire également est presque en transition. Hein. C'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver, mais entourée par des cadres qui sont presque plus ou moins titulaires dans leur club. Vous prenez Jean-Jacques Seri, c'est un joueur intéressant. Vous prenez également Serge Aurier, vous prenez Franck Kessier, et encore Seko Fofana. Voilà des joueurs, en tout cas de niveau. Ils vont parler d'eux, en tout cas dans le club. Exactement. Même en début du championnat actuellement. C'est en cela que Paulo Duarte demande au public sportif de ne pas critiquer le choix de la Côte d'Ivoire, mais se dire que le Togo a besoin de grandir en passant par ce genre d'adversaire. Maintenant, on reste assez, je pourrais dire, observateur en attendant la sortie de ces joueurs convoqués là, et on espère simplement que, oui, si on leur a donné l'occasion d'être titulaires, parce que n'oublions pas une chose, les 26 ne vont pas tous jouer. Tout à fait. Il y en a qui seront titulaires sur les 2 matchs, il y en a qui auront un petit temps de jeu, mais ceux qui auront l'occasion d'être appelés par Paulo Duarte, c'est à eux de prouver au sélectionneur qu'il a eu raison de les convoquer. En tout cas, il les a déjà convoqués, les 26, et puis on les connaît déjà. Alors, Franck, pensez-vous que Paulo Duarte reste le maître à bord de ce navire épervier? Pour le moment, puisqu'il est toujours là, je pense qu'il peut le faire, mais il a besoin de changer des choses. Lui-même, dans sa réaction tout à l'heure, il dit « tout a changé ». Tout a changé. J'espère bien que c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens avec tout le discours, avec tout ce qu'il y a à faire autour de cette sélection pour que cette sélection devienne une sélection qui fasse peur. C'est vrai que la reconstruction dont on parle depuis 5 ans n'est pas totalement terminée. Il faudra avoir des joueurs capables de mouiller le maillot. Il est toujours le maître à bord. S'il ne l'est pas, ça fait son problème. Parce que c'est à lui qu'on a confié cette sélection. C'est parce qu'on a confiance en lui. On savait qu'il pouvait faire quelque chose. Lorsqu'on regarde un peu son passage du côté du Burkina Faso, du côté du Gabon, on sait que c'est un entraîneur qui est, on va dire, un bon entraîneur qui connaît bien la mentalité africaine. Au niveau des sélections, on le connaît en principe rigoureux, mais il ne semble pas montrer cette rigueur vraiment. Ici, c'est ce qu'on ne comprend pas trop. Mais ici, ce n'est pas encore le cas. Je pense que ce n'est pas totalement trop tard. Il va falloir qu'il rentre dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tout a changé. Bon, peut-être, je ne sais pas trop. Je ne suis pas dans son... Donc, il va falloir qu'il change tout parce qu'au vu des 2 premières sorties du Togo, officiellement, ce n'est pas bon pour son image également, par rapport à ce qu'il a dit, qu'il a envie de faire, par rapport à ce qu'il a pu faire sur la fin des éliminatoires de Qatar 2022, en faisant 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls. Mais après, cette équipe a été un tout petit peu, on va dire, renversée, chamboulée, ce qui lui crée aujourd'hui cette difficulté. J'espère qu'il va pouvoir retrouver ce niveau-là avec pratiquement les mêmes joueurs. Ces joueurs sont toujours là pour que les prochaines sorties du Togo soient quand même des sorties assez intéressantes. Angelon, vous l'avez vu l'autre fois. Oui. Et vous l'avez senti serein. Oui. Ou bien il a encore un doute. Oui, bon, de toutes les façons, il n'est pas serein à 100%. La réalité qu'on ne doit pas du tout occulter, c'est que le Togo n'a plus de joueurs. Disons de la vérité. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez cette sélection avec les joueurs qui ont été convoqués, il n'y a plus à Adebayor, c'est normal. Il n'y a que des noms. Il y a des noms, oui. Et on pense que ces noms,
tout de suite sont des garanties de victoire. Vous avez des noms, vraiment? Mais c'est ce que je dis. Quand un citoyen lambda écoute Placard Fessou, il entend Fodo là-bas, il entend Djenda Konam, et que sais-je encore, Ilas Bebou, il se dit... encore prouvé grand-chose. Oui, c'est pourquoi je dis que on a des noms. Quand je dis des noms, pas un nom avec de gros bagages derrière, un background assez impressionnant. Mais c'est juste des noms. Et pour eux, sur le terrain, ils peuvent faire mieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a peut-être que deux pros de bon niveau. Djenda Konam et puis peut-être Fodo là-bas. Voilà, le reste, on essaye, voilà. Bebou, pardon. Ilas Bebou. Ilas Bebou, voilà. Et donc, le reste, on essaye, ou bien on les voit grandir progressivement, mais pas dans le bon sens. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces joueurs-là, il y en a qui évoluent en Irak, en Biélorussie, en Azerbaïdjan, en Grèce, et que sais-je encore. Mais tous ces joueurs-là, quand ils reviennent en sélection, on a l'impression que c'est pour la première fois qu'ils sont là. Et pourtant, ils ont plus de 10 sélections, plus de 20 apparitions, même plus de 50 apparitions. Pour certains, oui. L'implication, la volonté, le volume de jeu que l'on demande, qu'il faut, franchement, on ne le retrouve pas. Pour achever mes propos, je me souviens très bien de Paulo Duarte lors de ses premières interventions. Et entre parenthèses, je salue en tout cas son côté professionnel où, avant même la publication des 26, il prend le temps d'animer une conférence de presse. Oui. Et il explique le pourquoi il a choisi tel C'est ça le professionnalisme. Tout à fait. Et je voudrais terminer en disant ceci. Il faudra quand même souligner ça. Non, il faut le souligner, ça c'est clair. On ne va pas tout le temps critiquer seulement. C'est bon aussi. C'est bon, il faut le dire. Comme on l'avait toujours fait. En fait. Il avait dit qu'il a envie de transmettre cette mentalité de la gagne aux joueurs togolais. Sur les 2 matchs dont parlait tout à l'heure Franck, on n'a pas senti ça. Je ne sais pas si c'est son français, c'est son accent qui n'est pas bien assimilé par le joueur. C'est le même accent aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, mais je m'interroge, je m'interroge. Ou bien, ce sont les joueurs, quand ils écoutent quelque chose sur le terrain, la panique est là. On a en tout cas cette impuissance face à l'adversaire. Il n'a jamais reconnu son équipe face au Cap-Vert la dernière fois. Et ça lui est resté toujours au travers de la gorge. Oui, voilà, on l'oblige maintenant. Enfin, on espère qu'il va toujours reconnaître maintenant ces joueurs qu'il a convoqués lui-même. Convoquer des joueurs, ne pas les reconnaître, c'est grave, c'est ce que je veux dire. Alors, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, c'est les adversaires de ce stage. Mais ça, on le dit, c'est plutôt de bons choix, parce que même la Guinée équatoriale, c'est pas mal. Quart de finaliste de la dernière CAN. Édition. Et donc, on peut dire que apparemment, le management de Serge Akakpo semble mieux fonctionner, surtout dans la recherche de ses sparring partners. Oui, c'est bon lorsqu'on regarde un peu le nom, lorsqu'on regarde un peu le choix. Le Zalang de la Guinée équatoriale, comme on le dit, était en quart de finale de la dernière CAN. La Côte d'Ivoire éliminée en 8e par l'Égypte. La dernière CAN, c'est des pays qui sont actuellement au-dessus du Togo. Au classement FIFA, rien à dire. Donc, ça peut permettre à ce groupe d'apprendre, de s'aguerrir pour ce qui arrive. Un pays de l'Afrique de l'Ouest et puis un autre de l'Afrique centrale. Bon, 2 footballs différents, peut-être diamétralement opposés. Ça permet quand même à Paulo Duarte de faire des choix, d'essayer des combinaisons. C'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas pour dire tout simplement, oui, on va à des journées FIFA, oui, c'est des matchs amicaux, il ne faudra pas s'appliquer. C'est ici qu'il faut le faire. Sinon, on ne le fait pas ici sur le match officiel, on va se dérouter. Donc, je pense qu'il faut être rigoureux là-dessus. Il a perdu un peu quelque part de sa rigueur, je ne sais pas, mais il faut qu'il revienne à bord, qu'il soit le seul maître à bord, qu'il inculque à ces joueurs-là cette faculté de gagner, d'aller mouiller le maillot, de se battre. Parce que là, ça a manqué depuis plusieurs années, depuis plusieurs matchs, comme on l'a dit. Je pense que ces 2 pays, comme sparring partner, c'est bien. C'est difficile de trouver des pays comme la Côte d'Ivoire parce que sollicité beaucoup et par de grands pays aussi de football. La Guinée équatoriale qui prend du galon, qui s'épaissit sur le continent africain, c'est aussi bien. Je pense que le choix est bien. Maintenant, il faut en profiter. Oui, et là je parle, Angelo, disons, de ce management de Serge Akakpo qui semble marcher. C'est lui, et c'est lui seul, puisque c'est lui qui est... Il n'a pas d'adjoint. Non, il est seul dans sa commission. Le seul maître à bord.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait parler son carnet d'adresses. Ouais. C'est une question de réseau, de relations également. Et donc, Serge Akakwa a bien fait, en tout cas, de trouver la Côte d'Ivoire. Puisqu'il est manager général, attention. Il faut le rappeler. Ouais. Et donc, voilà pourquoi il a pu quand même dégoter la sélection de la Côte d'Ivoire avec voilà, tous ces joueurs qu'on a cités tout à l'heure. Et de la Guinée équatoriale. Deux footballs complètement différents. Côté ivoirien, ça ressemble beaucoup plus au football francophile, à 2-3 touches de balle, système défensif. Mais côté Guinée équatoriale, c'est une question du tiki-taka. Ça joue un peu à l'espagnol, la possession, et surtout, ça joue dans les espaces. Et donc, le défi à ce niveau, pour moi, va être d'abord physique. À l'espagnol, à la portugaise. Voilà, ça va être très physique. Oui. C'est là que j'ai l'inquiétude par rapport aux joueurs convoqués. Seront-ils physiquement prêts pour le combat face aux éléphants et face aux Zalang? La question demeure. Et puis, il y a un truc qui me marque dans la liste des éléphants de la Côte d'Ivoire. Je vois un certain Folie Ayaï Charles c'est un Togolais. De la SEC Mimosa qui est convoqué dans la prospection justement du staff ou bien du manager général. Il ne faut pas seulement se cantonner sur les pays européens. Il y a de très bons joueurs aussi en Afrique. Et on peut avoir des Togolais aujourd'hui. C'est un joueur de perdu. Ce Folie Ayaï Charles, voilà, de la SEC Mimosa. Mais dans tous les cas, comme c'est un ami, donc on a encore la possibilité peut-être de le faire les yeux doux. Pourquoi pas. Et puis il y a un joueur qui évolue très bien au Niger. C'est un bon milieu de terrain qui a quitté ici Dominion Kokou, qui joue au niveau de l'USGN. Je ne sais pas trop pourquoi le sélectionneur ne veut pas essayer, parce que souvent on a des problèmes pour quelqu'un qui peut garder le ballon, tenir le milieu de terrain. Ça peut être un élément à essayer, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas, c'est lui qui fait le choix, personne ne lui impose quoi que ce soit, mais il faut s'ouvrir aussi sur les continents pour voir aller dénicher des Togolais. Ce n'est pas seulement en Europe, dans les divisions les plus reculées. Finalement, j'avais raison de poser la question, est-ce qu'il y avait des joueurs oubliés? Oui, mais parce que vous en avez cité. Peut-être qu'on ne les connaît pas. Oui. On ne peut pas aussi convoquer tout le monde. Maintenant, comme le dit Franck, c'est une question de prospection. Et ça, à un moment donné, soit l'État, en tout cas, met à votre disposition les moyens pour pouvoir aller faire ce travail-là, ou soit vous-même, vous payez de vos propres poches pour aller faire cette prospection. Si on fait tout le temps des prospections en Europe, jusqu'en Europe de l'Est et tout, ce n'est pas, comment dire, en Afrique ici qu'on éprouvera. C'est une question de vision et de planification, alors, simplement. C'est là où je veux dire, donc c'est le problème de l'État. En tout cas, bon, anyway. Franck, c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'on ne les connaît pas. Voilà pourquoi on essaie peut-être de mettre la puce à l'oreille. C'est ainsi que le Togo prépare la suite des éliminatoires de la CAN 2023 où il s'est mal engagé. Et ça, vous êtes d'accord avec moi, Franck? Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on a mal commencé ces éliminatoires et il va falloir réagir. Et les 2 prochaines journées seront véritablement primordiales si le Togo a envie quand même d'aller voir un peu ce qu'il va se passer en terre ivoirienne finalement en janvier-février 2024, puisqu'en juin 2023, comme on l'a dit, les intempéries sont au rendez-vous. Donc je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Il faut travailler, il faut montrer autre chose à notre visage. Et ce sera en mars. C'est vrai qu'il y a encore un peu de temps, mais c'est maintenant qu'il faut préparer tout ça. En tout cas, c'est vrai qu'on avait déjà discuté du Amévor, mais on va écouter peut-être Paulo Duarte lui-même ce qu'il dit de ce joueur à Maouna Amévor. Amévor, c'est un joueur que je suivrai un an. Amévor, c'est un titulaire indiscutable dans son club. Amévor, dans le début, n'a pas rentré dans mon projet parce que je veux renouveler l'équipe. Je veux renouveler avec jeunesse. Lui, il a 31 ans. On a trop de jeunesse comme axial. On a Boma, Drakpe, Nador, Boateng, Agabozo. J'ai perdu 2 défenseurs, Drakpe et Boma, plus Djené. Je dois minimum renforcer une défense avec une jeunesse que je ne peux pas compter pour cette match. C'est cette jeunesse que je veux travailler. Joueurs de U23, joueurs de 21, 21 ans, pour que l'avenir soit meilleur qu'il est aujourd'hui. Pour sa performance au club et pour le moment de l'absence de certains joueurs axiaux, j'ai donné cette opportunité à Amévor de me montrer qu'est-ce qu'il est capable de le faire ou non. Parce que c'est un joueur expérience, c'est un joueur qui est habitué à jouer à haut niveau. C'est sa opportunité. En tout cas, à l'écouter, c'est ce que vous avez dit, Angelo, ce n'est vraiment pas son choix.
Paulo Duarte, bon, c'est un peu comme on va le mettre à l'essai parce qu'il y a un problème d'axe. Voilà. Et il dit entre-temps également qu'il a plus envie de rajeunir sa défense à m'avoir 31 ans. Mais bon, il dit qu'il le suit maintenant depuis 1 an. Donc, 31 ans, c'est pas encore... non, c'est une question de maturité. C'est une question de maturité, mais bon, je ne sais pas pourquoi il émet toujours certaines réserves à l'endroit du joueur avec son club FC Eindhoven, actuel 2e en D2 hollandaise. Et qui est toujours titulaire. Oui, toujours titulaire, 7 matchs, 1 but marqué, 7 matchs disputés en tant que titulaire. Mais bon, on attend justement de voir. Je pense que le public, attention. Oui, le public sportif va être curieux de voir justement la titularisation d'Amevor Maouna dans l'axe de la défense, surtout en l'absence du capitaine Djenda Konam face à la Côte d'Ivoire et face au Nzalang national. C'est important, c'est un joueur qui sait défendre, qui ne se jette pas, qui sait contourner son adversaire pour récupérer le ballon. Il défend toujours debout et moi je pense qu'à 31 ans, ce n'est pas quand même un âge pour fuir un joueur. C'est plutôt la maturité. La maturité, même si on est dans une reconstruction, on veut faire avec les jeunes. Sur certains matchs, sur les 2 derniers matchs par exemple, on a vu que la confiance faite à certains jeunes n'a pas totalement marché. Il manquait d'espérance. La défense a trop flotté. Il manquait beaucoup d'expérience. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. Moi, je pense qu'actuellement, pour lui, il faut un certain mélange entre la maturité et puis la jeunesse pour pouvoir avancer. Amevor Maouna est un très bon défenseur, mais lui-même, il a dit, il joue toujours titulaire dans son club. Ça veut dire qu'il a la compétition, il a de l'expérience et ça peut toujours apporter. C'est à suivre les éperviers, justement, sur ces 2 matchs contre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale en ce qui concerne ces 2 matchs amicaux prévus pour cette fenêtre de la FIFA. Togolais en club, avec le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés, on va rouvrir encore cela avec Angelo Folikouin qui s'est promené un tout petit peu sur les stades, bien sûr sur le continent, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, pour nous parler donc de ces Togolais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux dont on va parler tout à l'heure sont convoqués par Paulo Duarte, à commencer par Labafodo qui a déroulé la dernière fois en inscrivant un quadruplé dans son championnat avec Al-Ain qui a dominé Al-Dafra 7-0. On rappelle qu'Al-Ain est actuel 3e du championnat des Émirats Arabes Unis. Plaka Fessoumeme avec son club Shakhtar en Biélorussie également a contribué à la victoire de son équipe en marquant à la 57e minute. Succès de son club 3-0 face à Gomel. Alexis Romao, oui, également toujours dans le nid épervier, même si son club ne va pas très bien. Actuel 14e du championnat grec, mais il a joué tout le match. C'est la précision. On parlait tout à l'heure d'Amevor Maouna, buteur sur le score 5-0 de FC Eindhoven face à MVV, et donc il a disputé tout le match. C'est vrai qu'il marque rarement, mais il en a marqué. C'est une bonne nouvelle. Peut-être, voilà. FC Eindhoven, actuel 2e du championnat néerlandais de D2. Pour célébrer son retour en sélection. Voilà qui est dit. Kevin Boateng avec Santa Clara a joué tout le match avec son club en division première portugaise. Kevin Denke, ça ne va pas vraiment pour son club, même s'il a joué tout le match. Mais attention, Cercle Bruges, voilà, est dernier au classement du championnat belge. David Renen avec Coutret également, il n'a pas du tout joué, une seule minute. Son club est classé 14e. Et puis parlons de Fred Ananou également, qui est un joueur en devenir en sélection. Avec Hansa Rostock, il a joué 82 minutes du match en championnat d'Allemagne de 2e division. En tout cas, toutes ces informations nous font voir quand même que oui, on est en train de suivre l'actualité de ces joueurs expatriés du Togo, même si on pense que la plupart de ces joueurs évoluent dans des championnats exotiques, Franck. Oui, ils évoluent dans des championnats exotiques comme l'Irak, comme la Biélorussie. C'est ce qui fait l'inquiétude des Togolais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Vous regardez quelqu'un comme Plaka Fessou aujourd'hui, lorsque vous le voyez jouer, on se dit qu'il mérite mieux. Ce club, c'est peut-être le management autour du joueur. C'est peut-être un choix financier aussi. Un choix financier et tout. Sinon, c'est quelqu'un depuis la Belgique qui montre de vraies valeurs, un joueur assez intéressant lorsque vous le voyez en sélection. L'avait déjà dit, les Togolais ne savent pas trop se vendre. Oui, et malheureusement, sur le mercato, c'est difficile de voir les Togolais sur des mouvements. C'est un peu ça. Maintenant, ça n'enlève rien à leur talent intrinsèque. On espère qu'ils vont faire profiter ça à la sélection.
En tout cas, voilà donc ce qu'on peut dire également pour ce qui concerne ces éperviers du Togo qui évoluent à l'étranger. La dernière tranche, en tout cas justement, c'est la tranche des auditeurs. Ça s'appelle « À vous l'antenne » et c'est votre moment, votre avis, votre perception sur la sélection nationale. Ça nous intéresse avec le 92 0360 31 ou le 97 24 26 26. C'est les codes d'accès ou ce sont les codes d'accès pour participer en direct à cette émission. Le premier en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle Gérard Selassie. Gérard. Oui, mon frère. Comment tu vas? Je vais bien. Je pense que c'est de même chez vous. Très bien, très bien. On est tous en forme ici. Franck, Angelo et l'homme. Bon, ben, Théo Achabou nous a rejoint entre-temps. Bon, voilà. Bon, moi, je pense que, bon, c'est bon. C'est les bons du moment qui sont venus. Ouais. Mais je pense qu'il faut fabriquer de nouveaux Togolais. Ah. Oui, dans la tête, quoi. Ah, d'accord. Oui, dans la tête. Parce que le drapeau ne fait pas peur, le maillot ne fait pas peur. Et on joue comme des baby-foot. Comme disait Trina, des enfants de Western Union, quoi. Parce que ce que j'ai vu à Cotonou et à Lomé, non, c'est pas ça. Si vous voyez les Nigériens, la dernière fois, c'est comme devant nous, ils ont pris bon. Ouais. Oui, les gens ils jouent comme des catapillars, mais les nôtres, c'est pas ça. Ah. Et en club, c'est la même chose, en sélection, c'est la même chose. C'est comme nous, on ne mange pas bien. Bon, il faut de nouveaux Togolais, quoi. Sinon, on les traîne à la gueille. Il faut créer une nouvelle mentalité à la togolaise, c'est ça? C'est ça. C'est ce que vous voulez dire, c'est philosophique. Merci. Guerra, merci beaucoup. Et on se retrouve. Un autre en ligne, peut-être. Allô, oui, bonjour. On vous appelle? Rachid. Ah, c'est notre ami Rachid qui a été devancé par Gérard. Ok, ça ne fait rien. Je salue tout le plateau. Merci. Oui. Bonjour. Oui. Moi, je vais dire à Paolo Daté qu'il dit que Dieu lui veut former l'arrière centrale, la défense avec les jeunes. Si un jeune qui n'a pas d'expérience et pourtant un vétéran, quelqu'un qui a déjà 31 ans, qui a l'expérience, pourtant, Mauna Mevo, ce n'est pas sa première fois de venir en sélection. Oui. Il est déjà venu au temps de Chanlé Takala. C'est lui qui nous a fait, c'est Chanlé Takala qui a fait découvrir Mauna Mevo. Oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre si on a des problèmes de la défense et dire que, bon, ça veut dire s'il joue les deux matchs amicaux, par exemple, il joue contre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire nous bat, il met Kennedy Boateng, on bat la Guinée équatoriale, ça veut dire qu'il ne va plus encore convoquer Mauna Mevo. Non, mais à un moment donné, on n'a qu'à arrêter ces pagailles-là. Sincèrement, Mauna Mevo, on a besoin de lui. C'est un bon joueur, quelqu'un qui joue dans son club, qui est titulaire. Par exemple, au niveau des gardiens, il y a encore, c'est-à-dire, on a par exemple Bata Djeri, on a Aïga Moubarak. Pourquoi ne pas les convoquer, mettre la concurrence à ce niveau? C'est ça. Jusqu'à alors, par exemple, Ouro Nimiwasu, qui a commis des bevus. Par exemple, on prend le gardien d'Asco de Cara, qui a fait une mauvaise sortie contre le Tecla pour les préliminaires. On les prend, on nous fait savoir que c'est les meilleurs gardiens qui sont. Non, à un moment donné, ils n'ont pas arrêté ce qu'ils sont là. Sincèrement. Très bien. Merci beaucoup, Rachid. Oui, au revoir. 92 03 60 31 97 24 26 26, auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Ah, quelques difficultés, on peut l'avoir. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle? Je m'appelle Épervier de Kégué. Épervier de Kégué. Franck, bonjour. Bonjour, Épervier. Angelo, bonjour. Salam alaikum. Bon, alaikum salam. Bon vendredi. Merci. Franck. Oui. Ah, monsieur. J'oublie le nom. Allez-y simplement, Épervier. Oui, j'ai bien. Oui. Depuis là qu'on joue, je n'ai jamais vu les entraîneurs rassemblés pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Nos joueurs n'ont pas de gnaque. À chaque temps, ils disent qu'ils ne rentrent pas dans le match. Pourquoi ils ne rentrent pas? Si vous arrivez, vous savez comme ça qu'ils ne rentrent pas dans le match. Faites-les rentrer en même temps. N'espérez pas l'adversaire jouer avant
commencé à jouer. Et quand je vois que nos joueurs, avec notre entraîneur, nous ont dessus. Depuis là, moi, quand je vois Angelo parler, je vois comment il était fier avant d'arriver à Cotonou. Ça me fait couper de la nourriture, quoi. Épervier, vous avez parfaitement raison. Depuis là, quand je vous vois parler, les joueurs, vous avez fait envoler les gens. Jonas nous a dit de venir pour les supporter. Après, il nous fait jouer 1-0. Il nous dit d'aller les supporter. En arrivant au Bénin, il nous fait jouer 3-1. Donc, on a quand même changé les joueurs. D'accord. Les joueurs là. Okay. Il faut qu'on les dise, les entraîneurs, dites aux joueurs, jouez comme c'est une tirage. Il ne dit pas, il ne dit rien. Et puis, deuxième fois, nos joueurs disent là 10 millions dans sa poche, c'est fini. D'accord. Ils ne veulent pas jouer. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Ils ne veulent pas jouer. Donc, on n'a qu'à les dire. Et pardon, dites aux entraîneurs de faire une réunion avec la direction technique pour voir comment ils vont passer les conseils aux joueurs pour que prochainement ça donne. Abalo de Sénégal revenu. Merci beaucoup Épervier. En tout cas, Épervier de Kégué, c'est lui qui termine ici. Hein. C'est vrai aussi que ce ne sont pas les entraîneurs qui vont demander la réunion, c'est la direction technique qui organise une réunion pour voir ce qu'il peut faire. Franck, merci d'être là. Ça a été un plaisir. Angelo, merci à toi. Merci. Avec tout le plaisir. Et l'homme de vous, merci également. C'est toi qui assurais donc la migration sur le site de la radio également. Et puis, oui, YouTube, hein, naturellement. On va suivre tout ça là. Merci à toi, Théo Ajave, qui a pris finalement la place de Anas PM. Je m'appelle Aimé Lebon. Ce sera avec autant de plaisir que je vous retrouverai vendredi prochain à la même heure. Salut.